Je suis maire de la commune du Teil depuis 2008. Auparavant, j'ai été adjoint. Je suis aussi conseiller départemental de l'Ardèche. À ce titre, j'ai eu plusieurs fonctions, l'insertion, l'action sociale, la culture. Voilà, des domaines qui peuvent se croiser dans les politiques publiques et qui doivent se croiser, à mon sens, dans les politiques publiques. Sur la commune du Teil, ouais, c'est mon troisième mandat, donc comme je le disais, j'ai aussi exercé d'autres responsabilités. Notamment, j'ai été président d'une association d'insertion par le logement pendant 7-8 ans. Voilà, ce sont des domaines qui m'ont toujours interpellé. Donc, c'est la question de l'exclusion qui, pour moi, doit se régler à travers les politiques publiques si elles sont bien menées. Donc, voilà, c'est l'histoire de mon engagement politique. J'ai aussi eu des responsabilités syndicales à la CFDT pendant de nombreuses années. J'ai été voilà, défenseur prud'homal, enfin, tout un tas de missions que m'ont confiées mes collègues. Je pense qu'il y a, euh, on est surtout sur une crise systémique où s'affrontent deux mondes, hein. Donc, il y a plusieurs mondes, mais autour du pouvoir, de la finance et en, en faisant fi du bien-être, en faisant fi de la considération humaine, je pense qu'on a dérapé, quoi. Et, et, euh, et alors qu'on pourrait en ayant une autre philosophie de vie, je pense qu'on pourrait vivre différemment, alors, de manière globale. Alors, et puis, moi, j'aime bien aussi voir ce qui se passe très, très localement toujours. Et ça illustre parfaitement un peu ce que je dis, hein. Alors, moi, c'est mon regard, hein. D'autres en ont un autre, bien sûr, chacun est à sa place. Mais moi, je vois des mondes qui ne se croisent plus, quoi, des personnes qui ne se parlent plus. Je pense que les deux dernières années que nous avons vécues ont mis en évidence forte ces écarts entre les mondes, quoi. On voit que la, cette crise a profité aux nantis et derrière, les plus fragiles ont été encore plus fragilisés. Donc, et cette connexion-là ne se fait plus. Elle se faisait pour maintenir une certaine cohésion sociale, mais ça restait quand même une distribution de goutte à goutte. Là, je pense que les cartes sont en train de se redistribuer, hein. Il y a un glissement, on le voit sur le plan démocratique, où les, les, les habitants ne croient plus à la représentativité. Pour eux, ça n'y croient plus parce que ils ne vont plus voter. Donc, on a cette crise-là, cette relation de confiance avec l'institution qui a disparu. Voilà, on pourrait le décrire sur des exemples très, très nombreux, mais l'échange social ne se fait plus. Et je crois que
Ce moment, alors je ne sais pas si c'est un moment charnière, il y en a peut-être eu d'autres au cours de l'existence humaine de manière générale, hein, mais là, je pense, hein, on voit nous d'ailleurs en France, hein, sur une période charnière où le nouveau président de la République n'est pas élu, qu'il est déjà conspué par la population. Euh, mais, parce que on a des personnes à qui on a retiré leur dignité. Et je pense que cette notion-là est essentielle, quoi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les droits culturels, la déclaration de Fribourg, et puis les déclinaisons qu'il peut y en avoir, parce qu'il y en a des multiples. Et je crois que voilà, il faut retravailler localement. Il faut se préoccuper des habitants, et c'est par le local qu'on arrivera à reconstruire une société plus juste, parce que c'est de ça dont il s'agit, et les politiques publiques et les élus doivent servir à ça. Alors, ce que ça évoque pour moi, ça évoque quelques souvenirs déjà, d'expériences que nous avons menées avec le conseil départemental de l'Ardèche, où on a, car les conseils départementaux, leur première compétence, c'est l'action sociale, donc les solidarités auprès de la population, auprès de toute la population, tout au long de la vie. Et ça évoque pour moi le fait que on peut, la résilience territoriale se travaille de manière un peu générique. Moi, j'ai souvenir d'une remarque de Cyrulnik, Boris Cyrulnik, qui justement sur cette question, sur la question de la résilience, c'est quand même lui qui a mis en exergue ce terme, disait que voilà, c'est pour qu'une personne qui est sur la pente et qui glisse et qui se renferme et qui descend et qui descend et qui descend, à un moment, elle va trouver un ressort. C'est la résilience. Et ce ressort, ça passe toujours par une rencontre. C'est une rencontre qui fait on a ce ressort qui nous permet de rebondir. Et du coup, un des rôles des politiques publiques, justement, c'est de créer un maillage territorial qui permette d'installer des ressorts de partout. Parce qu'on ne peut pas laisser l'installation, et on ne doit pas laisser l'installation des ressorts au hasard. C'est tout l'objet d'une politique publique. Donc, quel ressort on pose de partout dans la ville, quel type de ressort. Et du coup, si on part du concept que c'est dans le cadre d'un contact et d'une nouvelle relation qu'une personne arrive à se relever, c'est donc que il faut installer des points de contact de différentes manières, publiques, privées, mais qui ont cette philosophie-là, d'être ouverte à tout le monde, et que chaque personne puisse, quand chaque personne puisse s'autoriser à aller dans un cinéma, à aller voir un opéra, à aller dans un stade. Et c'est la notion de politique publique, où justement tous ces lieux de ressort doivent être ouverts et accueillants. Euh, et, et, et comment faire pour que tous ces lieux ressorts
soit pertinent, ben, il faut le travailler collectivement. Et c'est là où je rejoins la notion d'intelligence collective. Euh, c'est que le travail, ça se travaille et ça se travaille avec les habitants. Moi, je pense que c'est indispensable. C'est partir du besoin des habitants et les politiques doivent être construites à partir de ces besoins, à partir des besoins et des envies. Parce que ce n'est pas les mêmes choses, les deux sont complémentaires. Et c'est autour de ces notions qu'on arrivera à réconcilier la vie dans la cité, parce que la vie dans la cité, elle est faite de compromis. Mais pour qu'il y ait des compromis, il faut que chacun ait le sentiment d'avoir sa place. C'est un constat qui est porté par ATD Carmonde depuis 20 ou 30 ans, sur le fait que personne n'est inemployable. Euh, Chaque personne a des compétences. Encore faut-il qu'on lui donne une chance de pouvoir les exercer. Donc, pour les exercer, ça veut dire peut-être s'adapter aux conditions de la personne, aux conditions de vie de la personne. Un exemple très simple, si on a une personne qui est seule avec un enfant en bas âge et que son métier, elle doit l'exercer à 6 heures du matin, il faudra qu'on m'explique comment elle peut travailler à 6 heures du matin avec un enfant en bas âge qui se lève à 8 heures. Et si elle est seule chez elle. Voilà. Donc, ça veut juste dire que c'est pas qu'elle peut, elle n'a pas la compétence d'exercer son métier, ce n'est pas vrai. C'est que son, ses impératifs de vie ne lui permettent pas. Donc, il faut changer le système. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut réinventer des métiers utiles. Et il y en a, quand on se met autour d'une table, et on revient sur l'intelligence collective, quand on se met à quelques-uns, en 1 heure et demie, des métiers, on en a réinventé 20 ou 30, des métiers utiles sur un territoire. Je pourrais en citer des dizaines, et tous les territoires l'ont pratiqué. Donc, ça, c'est la première chose. Et la troisième chose, c'est que donc, personne n'est inemployable, qu'il y a des métiers utiles à recréer sur un territoire et que ces métiers ne doivent pas être concurrentiels avec les métiers existants. Et là, il y a une nuance qui est très subtile, c'est que comme il s'agit de territoire, c'est un label qui est donné par le fonds Zéro Chômeur, qui est donné à des territoires qui répondent à un appel à projet. Et je vais prendre un exemple, c'est que sur un territoire, s'il n'y a pas de boulangerie, eh bien, territoire zéro chômeur peut créer une boulangerie parce que ça ne sera pas concurrentiel sur le territoire. Donc la notion de concurrence, elle s'inscrit vraiment à travers ce critère aussi territorial. Voilà. Cette loi a été votée en 2016. Il y a eu 10 premiers territoires en France qui sont dans l'expérimentation. Ils ont à peu près créé tous plus d'une centaine d'emplois. Nous avions candidaté en 2016 déjà. Donc, nous n'avions pas été retenus dans les 10 territoires pour des raisons d'équilibre géographique. Et donc, nous avons continué à travailler depuis 2016 en espérant qu'il y ait une deuxième loi, parce que la première loi concernait uniquement 10 territoires d'expérimentation. La deuxième loi est arrivée l'année dernière avec 50 nouveaux territoires. Et nous avons été labellisés dans ces 50 nouveaux territoires. Comment ça fonctionne une fois qu'on a les principes de la loi? Les personnes donc sont volontaires. Les personnes doivent être au chômage, doivent habiter dans le territoire qui est labellisé.
Et, et à partir de là, elles s'inscrivent sur une liste d'attente. Et c'est le premier qui est inscrit sur la liste d'attente euh, qui est embauché dans une entreprise qui s'appelle une entreprise à but d'emploi, qui a été créée par la loi. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas de jury d'entretien, il n'y a pas de CV à envoyer. On s'inscrit, on est chômeur de longue durée, on habite sur le territoire, il y a une commission locale de l'emploi qui se réunit et qui valide la proposition de la personne sur son futur métier, avec les critères que j'ai énoncés, donc, qui sont ne pas être sur des emplois concurrentiels. Et, et donc, et c'est la règle. Donc, la première personne, quand on est labellisé, on embauche la première personne qui est sur la liste. La deuxième, la troisième, la quatrième. Et donc, du coup, on répond obligatoirement aux compétences des personnes, puisqu'il y a un entretien pour définir avec la personne quelles sont ses compétences, dans quel domaine elle veut travailler, si elle veut travailler en groupe, si elle veut travailler seule, à quelle heure elle veut travailler. Et donc, on définit son cadre et cette personne est donc embauchée et voilà. Elle est rémunérée au SMIC, donc sur la base de 35 heures. Le SMIC au minimum, en fonction après des responsabilités, elle peut avoir des rémunérations plus importantes. Parce que nous sommes une commune, voilà, une commune de 9000 habitants, une commune qui a vécu plusieurs transformations, hein, comme toutes les communes du monde. On est passé de l'ère industrielle, euh, avec de nombreuses industries sur la commune, dans la vallée du Rhône, avec une déprise industrielle, avec un taux de chômage très important, puisque de nombreux travailleurs s'étaient installés au Teil pour suivre donc le programme de construction des centrales nucléaires, hein. Et la dernière construction nucléaire la dernière construction de centrales nucléaires était à quelques kilomètres du Teil. C'était la fin du programme, donc ces personnes n'avaient plus rien, elles sont restées chez nous, puisqu'elles ont habité pendant quelques années. Donc des taux de chômage importants, plus de 20%, et des personnes qui n'arrivent pas à retrouver du travail, avec une transformation de la ville où on est passé de l'industrie, la grosse industrie, à une industrie plus légère. On a eu sur une ville de 9000 habitants, on avait à un moment 1500 cheminots, il y avait 1000 personnes qui travaillaient à la Farge. Donc, voilà, une cité ouvrière, mais avec des revenus des revenus moyens importants, quoi, du fait du statut de ces entreprises, du statut qu'elles offraient à leurs salariés. Et cette déprise-là, et avec des personnes qui se sont retrouvées complètement exclues, avec, comme je disais, une transformation du Teil, avec beaucoup d'artisans qui se sont installés, des petites entreprises, des PME, et toujours les mêmes personnes qui restaient sur le carreau. Et avec voilà, un sentiment d'exclusion, d'abandon de plus en plus fort, hein, et qui pour nous n'était pas supportable. Et on ne pouvait pas rester sans aborder la question du chômage. Parce que même si le chômage est une compétence de l'État, on a dit si on ne le prend pas à bras le corps, nos TOA resteront
resteront au chômage. Et donc, on a ce dispositif-là. On avait monté des associations d'insertion. Quand on a vu ce dispositif, on a dit c'est une synthèse de ce qu'on pourrait faire. Nous avons été labellisés en décembre 2021 et le premier, c'est début avril, ouais, le 1er avril, nous avons créé 27 emplois. De personnes pour certaines, qui n'avaient plus travaillé depuis 10 à 15 ans. Là, il y a une personne même qui nous avons embauché qui ne travaillait plus depuis 16 ans. On pourrait croire au début qu'il faut gérer les absences, qu'il faut gérer les arrivées en retard, mais ce n'est pas du tout ça. Il faut gérer l'énergie de ces personnes parce que il faut que les activités qui leur sont dévolues, hein, les travaux qui leur sont dévolus, il faut qu'on alimente le carnet de commandes parce qu'elles sont hyper volontaires, parce qu'en l'espace, vous voyez, on est au mois de juin, en l'espace de 2 mois, ces personnes, pour la plupart, se sont métamorphosées humainement. Des personnes qui étaient éteintes, qui regardaient pas, qui regardaient par terre, se sont épanouies en 2 mois, avec voilà, tous les aléas de la vie collective, hein, parce que c'est pas simple, parce qu'une entreprise, des fois, il y a des conflits, mais comme dans toutes les entreprises, donc on n'échappe pas à tout ça. Mais ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que, c'est que c'est un réel effet de bien-être sur les personnes. Mais ça veut aussi dire que dans la notion de travail, il peut y avoir aussi du bien-être, à condition qu'on en fasse un point d'écoute, où les personnes se parlent. Ça n'évite pas les conflits, mais on les traite d'une manière rapide et du coup, chacun comprend quelles sont les injonctions collectives, parce qu'il s'agit à des moments, ben voilà, on nous a confié telle mission, parce que il y a des missions, par exemple la commune du Teil, donc on a contractualisé avec l'entreprise Habite d'Emploi et on leur confie des missions de nettoyage, de fleurissement, voilà, tout un tas de missions, et donc il faut qu'elles y répondent, et donc il y a des injonctions, parce qu'il y a des délais, tout ça, et ça se passe très très bien. Notre recul est faible, hein, il date de la labellisation et les premiers emplois de 3 mois, mais en même temps, il y a une vraie transformation qui s'est faite chez ces personnes. On a fêté la fête de la labellisation il y a 15 jours. Moi, j'ai vu des personnes prendre la parole devant une assemblée de 100 à 150 personnes qui n'avaient jamais parlé à plus de 2 personnes en public, quoi. Et expliquer qu'elles étaient contentes, elles étaient heureuses. Et ça, donc ça, c'est pour moi, ça, c'est important aussi. Il y a l'emploi, certes, mais il y a la manière dont ces personnes vivent leur emploi et comment l'employeur le vit aussi, et comment les clients le vivent, les usagers le vivent. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un dispositif, mais c'est bien une démarche de territoire, une transformation de territoire. En fait, qui paye les salaires? C'est l'État. J'aurais pu le dire au départ, considérant avec l'ensemble des associations, des groupements d'insertion en France, qu'une personne qui est au chômage de longue durée coûte en moyenne à la société française, à travers les dépenses de solidarité, 24 000 euros.
et que cette personne, elle reste chez elle. Et que le fait de rester chez elle, c'est une personne qui, comment dire, c'est une personne qui va se renfermer, qui va s'exclure et ça va lui créer d'autres difficultés. Donc, on part du principe, comme je disais, que les personnes doivent être volontaires pour adhérer au dispositif. Et si elles sont volontaires, elles touchent le SMIC et l'État verse, avec une mécanique un peu de partage de cette allocation, mais il y a un fonds dédié à ça, national, et l'État verse 22 000 euros par emploi créé à la structure. 20 à 21 000, ça veut dire que les 3 ou 4 000 manquants plus les frais de structure chargent à la structure de répercuter un tarif pour les prestations. Donc, ce sont des prestations qui sont moins élevées, bien sûr, des coûts de prestation moins élevés, mais comme on n'est pas dans le champ concurrentiel, ça ne pose pas de problème. On invente des nouveaux services. Amener les personnes âgées de la maison de retraite au cinéma, par exemple. Personne ne le fait. Ça on voit bien, ça a une vertu humaine, sociale et une vertu économique parce que ça fait une place de cinéma en plus. Donc, c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne donc, le financement. C'est payé donc, par l'État. Il y a une partie de financement assurée par le département par rapport au RSA. Et puis, il faut que les collectivités locales, par exemple, nous, on a mis à disposition des locaux, la commune, on a payé 2 postes aussi d'ingénierie, parce que l'encadrement dans ce projet est indispensable, bien sûr. Voilà, toutes les collectivités mettent en fonction de leurs moyens. Et puis, il y a des collectivités dont la loi leur impose, si elles adhèrent au dispositif, de payer une somme minimale au départ. De partout, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas des besoins, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas des personnes au chômage. Ça n'existe pas. Donc, il suffit juste de faire conjuguer les deux. Ça prend du temps, mais c'est vraiment jouable. Et à terme, il n'y a pas suffisamment de chômeurs sur un territoire pour répondre à tous les besoins. Ça, c'est une réalité. Nous, aujourd'hui, nous sommes à 27. En fin d'année, nous serons à 60. L'année prochaine, nous serons à 150 personnes embauchées. Nous espérons arriver à 200, 250 dans les 3 ans ou 4 ans. Je reste persuadé que c'est par le local qu'on peut arriver à transformer le monde. Voilà. En tenant compte de la complexité. Et le local, ça ne veut pas dire de se replier sur soi. Le local, ça veut dire de développer des systèmes de solidarité qui sont locaux. Voilà. En travaillant avec d'autres territoires, en se mettant en réseau pour comprendre, pour vraiment voilà, il faut aussi se rendre compte de ce qui se passe ailleurs peut être différent, qu'il y a des envies différentes, que des contextes qui sont différents, mais moi, je sais qu'en France, pour avoir quand même des contacts un peu partout, il y a de nombreuses initiatives de solidarité alternatives, hein, on peut les appeler comme ça, hein, parce que les politiques publiques ne fonctionnent plus très bien. Il y en a qui fonctionnent, mais on doit les réinventer.
Quand on lâche la bride, qu'on laisse ou qu'on favorise l'initiative locale, on arrive à ce qu'on disait au départ avec des territoires voilà, à qui on leur permet de développer leur intelligence et on a des gros résultats. Donc moi, je suis oui, je suis optimiste pour l'avenir, mais parce qu'il y a un mouvement quand même qui s'enclenche. Donc voilà, c'est des combats à mener, mais il y a comment dire, des responsabilités ou des prises des visions, des prises de conscience qui se font. Et voilà, mais ça part du local.